va démarrer sur l'idée reçue numéro 1. Une entreprise ne peut pas être sociale puisqu'elle est par nature tournée vers le gain, l'âpreté au gain, et donc elle ne peut pas être sociale, ou elle ne pourrait pas être sociale. Alors on a pris 3 exemples. Le premier exemple, Google. Le deuxième exemple, Total, et le troisième exemple, Envie, qui est une progression pour mettre en évidence que l'entreprise sociale, ce n'est pas une entreprise qui a une politique socialement responsable, qui a une politique de ce qu'on appelle RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. L'idée n'est pas d'opposer l'une à l'autre. L'idée n'est pas de dire qu'il y aurait les bonnes entreprises, des entreprises sociales qui seraient dédiées à des causes nobles et merveilleuses, et puis de l'autre côté des entreprises sociales, des associations qui, elles, seraient sous perfusion de bonté, où il n'y aurait aucun problème d'argent, aucun problème de pouvoir, aucun problème d'ego. Et ceux d'entre vous qui travaillent dans des associations, parce qu'il y en a quelques-uns, et puis vous avez vu que je suis par exemple administrateur, président de la Clé pour l'autisme, ou administrateur c'est une association parentale, la Clé pour l'autisme. Alors, en plus, nous l'avons créé avec ma femme, donc c'est quelque chose d'un peu plus facile, même si le mouvement parental n'est pas avare de querelles et de bagarres dans le monde du handicap, mais vous prenez la Croix-Rouge sans trahir de secret. Il peut arriver qu'il y ait des oppositions liées à des questions d'égo, liées à des questions de pouvoir, enfin ce qu'on trouve dans n'importe quelle entreprise, n'est-ce pas, Georges? Mais voilà, j'en dirai pas plus. Tout ça pour vous dire que l'idée d'une entreprise, on a choisi Google, qui est très emblématique du soin qui est mis à la recherche des conditions de travail, à l'aménagement de l'espace. Au siège, vous avez des salles de baby-food, des salles de détente. Au siège, vous avez des endroits qui sont aménagés à chacun des étages où on distribue des gâteaux, des boissons, enfin un ensemble d'éléments rafraîchissants et nourrissants. Alors c'est peut-être pas très bon pour la lutte contre l'obésité, mais toujours est-il que les employés sont encouragés et stimulés à aller dans ces endroits le plus longtemps possible. Et les responsables de Google disent, mais ce qui compte, c'est que les gens règlent un problème. S'il leur faut 20 minutes assis dans un fauteuil à regarder les montagnes pour trouver la solution, et bien c'est aussi bien que de tourner des pages ou de faire semblant de tapoter sur son ordinateur. Et même si vous avez un chien et que vous travaillez chez Google, vous pouvez amener votre chien. Parce que l'idée de Google, c'est que des responsables de Google, c'est qu'un maître dont le chien n'a pas été promené ou qui s'inquiète pour la qualité de la promenade de son chien, eh bien, est un maître inquiet qui travaille moins bien. Je ne peux pas vous dire, j'ai pas de chien, je n'ai que des enfants. Je trouve que ça suffit largement à occuper mon bonheur en termes d'animaux domestiques. Mais voilà. Il semblerait. Alors, il n'y a pas j'ai pas trouvé, on n'a pas trouvé d'exemple concernant les enfants, mais il y en a sûrement. Mais bref, on est face donc à cette entreprise qui développe une politique de RSE, si vous voulez faire chic, CSR, et qui renvoie à une idée selon laquelle les questions sociales et sociétales sont complexes, nombreuses, et que finalement les solutions seront trouvées de façon multipartenariale et non pas, personne n'a d'une certaine façon le monopole de la réponse à une question sociétale, ni les entreprises, ni les pouvoirs publics. Le stade d'après, c'est la Fondation Total, c'est donc une fondation, donc un acte de philanthropie. La Fondation Total a vu sa dotation grandir en même temps que les résultats de l'entreprise croissaient. Donc elle est partie avec 8 millions d'euros de dotation. Aujourd'hui, on est à 50 millions d'euros de dotation sur la période quinquennale 2008-2012. Et donc, parce que de 2008 à 2012, ça fait bien 5 ans, parce que c'est les intervalles, depuis qu'on est au CE2, on sait ça. Et cet argent-là est mobilisé, ces sommes-là sont mobilisées pour favoriser des actions au service de la culture, au service de la solidarité, au service des jeunes. Un mot pour dire qu'il y a de très fortes évolutions dans le domaine de la philanthropie aujourd'hui. On appelle ça la nouvelle philanthropie, on appelle ça les stratégies de grant making. Comment est-ce que les philanthropes donnent de l'argent? Pendant longtemps, il s'agissait, on va dire, de charité, avec tout ce que ce terme véhicule de connotations peut-être négative, mais aussi positive. Il y a un souci de l'autre. Et puis aujourd'hui, il y a une exigence de résultats, une exigence de mesures, une exigence des donateurs de savoir à quoi sert leur argent, où peuvent-ils être utiles, où peuvent-ils aider. Donc nous nous intéressons à cette philanthropie
et à la philanthropie sous cet angle-là. On aurait pu aussi choisir le profil de la philanthropie. Est-ce que le philanthrope est une vieille dame de 87 ans, un peu Alzheimer, avec quelques soucis avec sa fille, vous n'avez pas du tout compris de qui je parlais, ou est-ce que c'est un jeune gars de, alors on va dire 45 ans, qui, ayant travaillé pendant 20 ans, ayant fait fortune, a décidé qu'il était urgent de partir s'acheter une île. Il peut même la louer, j'ai entendu ce matin qu'on pouvait louer des îles aux Seychelles. Et donc, c'est un autre profil, hein, d'entrepreneur. En l'espèce là, nous, ce qui nous intéresse, c'est la façon dont l'argent est utilisé. Et puis, vous avez le troisième stade, qui est envie. Envie qui tient pour entreprise nouvelle de valorisation, d'insertion par l'économie, dont l'histoire est une belle histoire, puisque c'était il s'appelle Bruno Lallemand, il tenait l'accueil d'Emmaüs à Strasbourg, et puis il voyait arriver régulièrement des jeunes plus ou moins toxicomanes qui étaient promis au chômage ou promis à un sort d'inactif. Alors il est allé voir un psychothérapeute, psychologue, qui s'appelait, alors son prénom m'échappe à la seconde, mais qui s'appelait Spitz, j'en suis sûr, et ils ont travaillé ensemble avec des travailleurs sociaux pour trouver, pour apporter une réponse à ces jeunes gens, et ils se sont grattés la tête et ils ont trouvé ce que serait cette réponse. Ce serait de faire travailler des jeunes sur d'abord des matériaux électroniques usagés, des matériaux électriques, pardon, électroménagers usagés. Le premier gros contrat était avec Darty, pour ceux d'entre vous qui connaissent. Ils ont récupéré les équipements électroménagers anciens, démontés, remontés, donc réparés, on va dire, et remis en état de marche avec une vente de ces nouveaux produits à un public au pouvoir d'achat, pardon, un peu inférieur, ou plutôt inférieur à la moyenne, et permettant ainsi à des foyers d'accéder à un frigidaire, une cuisinière ou toute forme d'appareil électroménager auquel ils n'auraient pas eu accès parce que le prix de vente était de l'ordre de 30% du prix du neuf. Envie s'est développé, vous le voyez, 900 équivalents temps plein, 48 antennes, ce qui est tout à fait considérable, avec une comment dirais-je, une répartition géographique. Envie s'est développé dans les déchets électroniques, puisque une réglementation européenne a imposé le recyclage des déchets électroniques, notamment, alors les téléphones portables, les ordinateurs et autres, et c'est l'occasion de vous mettre en évidence qu'une réglementation est parfois, voire souvent, la source d'une innovation technique, mais aussi une innovation sociale. Voilà pour les trois exemples. Envie est aujourd'hui, ce sont des associations. Il y a une fédération d'associations qui coordonne le réseau. Vous avez des entreprises dans le Nord, par exemple, comme Vitamine T, qui appartiennent au réseau Envie. Bref, toutes ces entreprises se sont regroupées, se sont rassemblées pour promouvoir à la fois une solution économiquement viable, une solution socialement utile, puisqu'il s'agit d'offrir à des personnes éloignées de l'emploi d'une part et à des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des produits d'autre part le bénéfice de produits, et puis enfin une société environnementalement satisfaisante, puisque cette entreprise a pour objet de diminuer les déchets à traiter, diminuer les déchets qui seront stockés en centre de stockage des déchets ultimes. Donc les trois éléments et les trois pieds du développement durable. L'idée de reçu numéro 5, dans le domaine social, il n'y a pas besoin de business plan. Là, tout de suite, on désespère Thomas Bou, qui est éditeur et fondateur des éditions de la rue de l'Échiquier, puisqu'il va publier le 6 juin, c'est ça ? Le 9 juin. Il va publier le 9 juin un ouvrage qui s'appelle « L'entreprise sociale a aussi, entre parenthèses, ce truc d'éditeur, besoin d'un business plan ». C'est ça, je ne me suis pas trompé. Voilà, les autres. Et Marie Trélucane.
On a aussi besoin d'un business plan social. Ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est d'abord une démarche avant d'être un outil. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que si vous faites une étude, vous apercevez que les entreprises sociales qui ont réussi n'avaient pas de business plan social. Unicité, dont je vous ai parlé, n'avait pas de business plan social. La Clé pour l'autisme, qui a démarré il y a 15 ans avec zéro et qui est à 250 personnes accueillies, 15 millions d'euros de budget et 250 salariés, il n'y avait pas de business plan social. Mais ce qui est symbolique et révélateur, c'est que les deux initiateurs de ces deux entreprises sociales se sont retrouvés pour formaliser ce qu'ils avaient vécu et ce que nous avons donc rencontré et passé dans cet ouvrage que Thomas va publier. Tout ça pour vous dire que ce qui compte dans le business plan, c'est pas tant l'outil, bien sûr que c'est important et utile, mais surtout la démarche, le questionnement à travers duquel l'entrepreneur va passer pour mûrir son idée, pour mûrir son projet. Donc c'est une démarche et un outil clé pour prouver la viabilité économique du projet et l'impact social du projet. Donc non seulement il faut un business plan qui permet de convaincre les financeurs qu'ils ne perdront pas leur argent, mais en plus il faut un business plan social pour définir ce qu'est l'impact social du projet. On a même un petit outil, on va y aller tout de suite, et après je reviendrai en arrière, mais je reviendrai en arrière rapidement. Qui vous illustre un des moyens de mesurer l'impact social, c'est le SROI, que certains d'entre vous connaissent, Social Return on Investment. On a aussi le SCIA, le Social Impact Investment, qui sont deux méthodes, toujours anglo-saxonnes, ça c'est pas non plus complètement un hasard, qui permettent donc de mettre des euros sur ce que coûte, ce que rapporte le fait de donner une perspective à un jeune, sur ce que rapporte à la société comme bénéfice le fait de permettre à un sourd de pouvoir communiquer avec son opérateur de téléphonie. Bref, l'idée c'est de passer par l'étape de l'euro, qui n'est évidemment pas, là non plus une fin en soi, qui était une condition nécessaire, parce qu'on est dans un secteur où les gens ont tendance à vous dire « oui, mais nous on fait de l'humain, vous comprenez, on met du lien, tout ça, c'est très spécifique, partout on fait de l'humain, dans toute entreprise il y a des hommes et des femmes ». Donc cette idée de leur dire « mais il y a un moment où quand même, on est obligé de se préoccuper d'économique, et il y a un moment aussi, il faut dire aux financeurs et à ceux qui nous aident, on ne peut pas raisonner que par l'économique, on ne peut pas raisonner qu'on peut éviter, d'où cette démarche ». Alors très rapidement, vous avez l'entreprise classique, là vous lisez, je vais juste prendre la cible, pendant que vous lisez les autres éléments, pour vous dire que dans une entreprise sociale, on s'intéresse à toutes les parties prenantes, donc bénéficiaires directs et indirects, les clients, là où l'entreprise traditionnelle s'intéresse à ses clients et ses actionnaires, et on est sur des besoins rentables dans un premier temps, des besoins non couverts. Donc dans un cas, l'entreprise va saisir une opportunité pour gagner de l'argent, dans l'autre cas, elle va imaginer une réponse à un besoin qui n'est pas couvert, et dont elle va valider la faisabilité financière. Ici, vous avez le mode de financement, les ressources salariées, bénévoles, salariés, volontaires. Très compliqué de gérer des bénévoles, des volontaires, des salariés ensemble. Déjà, gérer des salariés, tous ceux qui en gèrent savent que ce n'est pas facile. Gérer des bénévoles tout seul, quand vous faites de la vie associative ou où vous êtes engagé dans la vie locale, vous savez combien ça peut être ingrat. Alors, mettre des bénévoles et des salariés, moins par moins, ça ne fait pas plus. Ce n'est pas comme en mathématiques, enfin, ce n'est pas automatique. Donc, la complexité de la gestion d'une entreprise sociale se trouve aussi dans la gestion des hommes.